Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF tire à boulet rouge le processus électoral et la situation politique du Cameroun. Le comité exécutif national du SDF s'insurge contre ce qu'il qualifie de mascarade électorale organisée en février et décembre 2020 sur le théâtre de la crise anglophone. Et au regard de l'enlisement de la situation sécuritaire, ce parti politique de l'opposition demande au président Paul Biya et son gouvernement de mettre un terme à la guerre et d'arrêter la saignée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous verrez dans ce journal comment cet appel de l'opposition est repris en chœur dans une déclaration choc des parlementaires européens et quelle est la réaction du parti au pouvoir face à cette nouvelle pression internationale sur les autorités camerounaises. Élément de réponse dans le chapitre politique du 20h. Et dans l'escale internationale, c'est une nouvelle opportunité pour aller vers une décrispation du climat politique à travers un dialogue entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. C'est sous ce signe de réconciliation nationale que s'annoncent les premiers temps forts du mandat présidentiel d'Alassane Dramane Ouattara. Vous suivrez dans ce journal son investiture et son discours à cette occasion. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le SDF peine à digérer sa débâcle électorale après le double scrutin de février 2020. Ce parti de l'opposition s'insurge contre les élections municipales, législatives et même régionales qui ont été organisées dans le but de détruire le SDF à travers une stratégie de mascarade électorale et de collusion observée entre le parti au pouvoir et certaines administrations. C'est du moins les réactions du comité exécutif national du SDF réuni en session ordinaire à Yaoundé. Ce parti politique interpelle le chef de l'État sur les enjeux de mettre un terme à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il égrène un chapelet de critiques à l'encontre de la gouvernance actuelle du pays. Compte rendu, Emmanuel Diop et Aïk Cyril. C'est l'heure des retrouvailles au Social Democratic Front. Après plusieurs mois d'absence pour cause de voyage à l'étranger, revoici Ni John Frundi au milieu des siens, à la faveur d'une session du NEC, le National Executive Committee, convoqué à Yaoundé. À cause des mesures barrières, nous n'avons pas pu nous réunir pendant une certaine période. Et en plus, nous avions l'absence du chairman. Et donc, il fallait qu'on réaligne les troupes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qu'on s'accorde sur certaines différences et qu'on regarde tous dans la même direction. Donc cette réunion aujourd'hui était principalement une rentrée politique pour le SDF. Pour cette rentrée politique donc, le NEC procède à l'évaluation des élections couplées municipales et législatives de février 2020 auxquelles le SDF a pris part. Il en ressort que le régime de Yaoundé a organisé une mascarade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous avons décidé de dénoncer tous les actes d'intimidation, toutes les anomalies qui ont eu lieu sur le terrain, tous les attaques, les enlèvements dont nos candidats ont fait l'objet. Face à ce qu'il considère comme une parodie d'élection, le SDF annonce une riposte appropriée. Nous avons décidé de préparer une réponse, n'est-ce pas, proportionnelle à ce qui s'est passé. Pour ce qui est des régionales du 6 décembre dernier cette fois, le SDF annonce une session spéciale du NEC en début d'année prochaine afin de tabler sur le cas des camarades ayant outrepassé le mot d'ordre de boycott du parti. Nous n'avons pas abordé les dossiers, les questions disciplinaires parce que les camarades qui ont violé les consignes du parti vont faire l'objet, n'est-ce pas, de procédures disciplinaires. Et ça, c'est réservé au prochain NEC qui aura lieu au mois de février. Au-delà des retrouvailles autour du chairman, le National Executive Committee du SDF tenu à Yaoundé
entend remettre le parti sur les rails après les échecs répétés à la présidentielle 2018 et aux législatives et municipales 2020. Et puis parvenir, des commissions ont été mises en place, commission réconciliation, qui a pour but de réfléchir sur les points de discorde entre les cadres et militants du SDF afin de parvenir à une meilleure ambiance au sein de cette formation politique. Et la commission Action, placée sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Mithieu, qui doit réfléchir sur les actions pouvant être menées, pouvant être mises en œuvre sur le terrain, et d'autres commissions dont les membres n'ont pas été dévoilés, qui présenteront leurs conclusions au prochain NEC prévu en début 2021. Et toujours dans la même veine, le roi des Bamendjou est en colère contre la malgouvernance, la corruption, l'injustice et la répression de l'opposition. Sa Majesté Sékou Jean Ramo pointe du doigt des manœuvres politiciennes pour maintenir les Camerounais dans la pauvreté et s'éterniser à la tête d'un pays meurtri par la guerre et la misère. Le point central de cette nouvelle tribune, c'est dans ce reportage signé Gladys Sidier. Je pense que nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, la tricherie, ni encore les intimidations. Il croit savoir que les chefs traditionnels qui ont pris part aux élections régionales sont tombés dans un piège tendu par le régime en place qui a désormais la main mise sur les chefferies traditionnelles. Il s'interroge en ces termes: tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi sur la chaise du député, du maire, du sénateur, du conseiller régional? Il estime que dans ce pays, la voix des sénateurs et des députés ne compte pas. Le pouvoir étant centralisé sur la seule personne du chef de l'État, ce n'est donc pas la voix des conseillers régionaux qui va compter dans la sphère des prises de décision. La malgouvernance, le vol, l'injustice, la tricherie, la corruption, voilà, selon Sa Majesté Sékou Jean Ramo, les mots auxquels il faut s'attaquer en priorité au Cameroun, le reste n'étant que pure distraction. Il salue la décision de lever le blocus à l'entrée du domicile du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC. Mais il estime qu'on n'avait pas besoin de tout ce théâtre. Il est temps de décrisper les tensions selon lui en arrêtant de jeter en prison tous ceux qui osent critiquer le régime de Yaoundé. Que ceux qui ont pris les armes contre le pays acceptent qu'ils se sont trompés, présentent leurs excuses à la nation et reviennent à la maison dire leur part de choses qui les énervent, écrit le roi des Bamendjou. Car le pays a besoin de tous ses enfants. Alors que l'on s'apprête à entrer dans l'année 2021, le monarque invite tous les Camerounais à mettre de côté la méchanceté, les mauvaises mentalités, afin de ne penser qu'au bien du Cameroun et non à ses intérêts personnels. Devant cette multiplication des actes de répression des leaders politiques, des opposants critiquent le règne de la dictature au Cameroun. D'autres y voient une collusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pour museler les opposants très critiques et très acerbes contre la malgouvernance dans le pays. Pour les tenants du pouvoir et les partisans du RDPC, il s'agit plutôt d'une stratégie de prévention afin d'éviter que les porteurs de projets insurrectionnels ne puissent mettre en exécution leurs différents desseins. Des précisions avec Flavien Valondongo. Le dispositif sécuritaire qui entourait l'assignation à résidence, le professeur Maurice Kamto, est levé. Pour certains militants, le pouvoir de Yaoundé corrige mal ses erreurs. Le régime du président Paul Biya a encore une fois de plus montré un visage hideux, horrible, du niveau de dictature dans laquelle est plongé notre pays. Et c'est dommage parce que nous pensons que le Cameroun peut faire mieux. Après 78 jours de privation de liberté, au MRC et alliés, l'on n'est pas prêt à lâcher prise. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Moi, j'étais à la prison de Newbel la dernière fois. J'ai vu d'autres camarades qui sont incarcérés là-bas. Les gars ont un moral d'enfer. Mais j'étais étonné. Nous sommes prêts. Et comme le professeur Kamto, le président élu, l'a dit, la lutte ne fait que commencer. Par contre, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la levée du cordon de sécurité qui empêchait les mouvements du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun sonne comme un dernier avertissement. Quand vous maîtrisez le pouvoir, comme c'est le cas du gouvernement et du président Paul Biya, vous anticipez.
Il y a donc eu une anticipation stratégique face à un perturbateur et ses amis. Eh bien, une fois de plus, M. Kamto, on vient encore de lui donner une chance pour qu'il s'agisse. Mais je vais vous dire que s'il recommence, je vous assure, cette fois, il va se retrouver en prison. Le Social Democratic Front, pour sa part, redoute le non-respect des textes de loi qui régissent les libertés au Cameroun. Les juridictions du pays sont mal exploitées, ajoute-t-il. Vous avez réussi l'exploit de supprimer dans l'arsenal juridique camerounais la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Le simple fait d'exprimer une opinion, on risque la peine de mort. Comment vous pouvez justifier Je vais justifier que des gens qui ont simplement manifesté pacifiquement dans la rue soient traduits devant un tribunal militaire? Si le combat du mouvement pour la renaissance du Cameroun est allié et de décrier la malgouvernance en général, il est à noter que le parti demande la libération de ses militants incarcérés dans différentes prisons du pays. Des parlementaires européens ne sont pas indifférents à la situation sociopolitique et sécuritaire du Cameroun, après avoir rappelé au gouvernement camerounais l'engagement de la Constitution du 18 janvier 1996 en faveur des droits de l'homme et l'attachement aux principes démocratiques. 35 parlementaires européens appellent les autorités camerounaises à libérer tous les prisonniers politiques et engager un large dialogue national sur les réformes politiques et sociales qui permettront de faire des droits de l'homme du peuple camerounais une réalité et de rétablir sa liberté. Dans le même temps, ils appellent tous les responsables politiques à œuvrer pour une solution pacifique au conflit qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Selon ces députés européens, toutes les parties au conflit doivent garder leurs armes au silence et ouvrir la voie aux négociations. C'est une déclaration qui a été rendue publique lors de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Et dans ce chapitre politique, Célestin N'Djamène annonce sa démission du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il était face à la presse à Douala. Il a laissé entendre qu'il est prêt à travailler avec le gouvernement après avoir tensé ce même gouvernement durant de nombreuses années. Il a fait savoir qu'il n'a pas de problème avec l'idéologie politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il ne partage pas les stratégies qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. Je vous invite à suivre Célestin N'Djamène qui annonce sa démission du MRC 2 ans après avoir été dans ce parti qu'il présentait comme le parti qui pouvait challenger le RDPC et pouvoir prendre le pouvoir au Cameroun. Je vous invite pour vous annoncer aujourd'hui que je quitte le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai la conviction, et il y a des témoignages qui viennent même d'ailleurs du directoire, que cette décision de boycott, qui a ses effets négatifs jusqu'aujourd'hui, a été une décision unilatérale. Rappelez-vous, Président, qu'en 1992, le SDF avait déjà boycotté. En 1997, le SDF avait déjà boycotté. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi refaire les mêmes erreurs aujourd'hui que nous pensions à mettre en place une dynamique qui va être ancrée sur les forces républicaines, sur une république forte, une république humaniste. Dans le reste de l'actualité, sur près de 20 000 sociétés qui gèrent les déchets au Cameroun, à peine 20 recyclent les ordures solides. Les déchets industriels sont pourtant les plus dangereux. Cette faiblesse dans la transformation des déchets est due à un cadre fiscal jugé asphyxiant pour les entreprises. Les experts proposent au pouvoir public de revoir la législation et d'aménager des facilités en matière de traitement et recyclage des déchets au Cameroun. Autre explication avec Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrand-Dam. Les déchets organiques, plastiques, du papier carton ou électronique, le Cameroun croule sous le poids des détritus. Même pour les entreprises industrielles, le recyclage pose encore d'énormes difficultés car la loi prescrit aux sociétés de recycler leurs déchets, mais ajoute des charges fiscales, devenues des obstacles pour beaucoup. La loi du Cameroun demande à ce que chaque entreprise qui produit les emballages plastiques cherche un prestataire qui doit pouvoir se débarrasser des déchets. Mais la même loi aussi impose un droit d'assise sur les emballages. Ce qui fait que les entreprises doivent payer un prestataire par kilo de déchets ou bien par
bouteille produite doivent encore repayer par bouteille une taxe à l'État de la même valeur. Ça fait double taxation. Du coup, c'est difficile pour les entreprises de pouvoir mettre la main dans la poche. La solution serait de rendre la loi sur la gestion des déchets, notamment ceux industriels, plus claire et assurer des facilités fiscales aux entreprises souhaitant s'intéresser au recyclage des déchets. Cela pourrait passer par des subventions ou une défiscalisation temporelle des importations d'équipements. Le gouvernement peut apporter des subventions aux entreprises qui démarrent ou réduire la fiscalité environnementale. Du coup, on pourrait exonérer par exemple les équipements de recyclage qui arrivent au Cameroun, on peut les exonérer taxes douanières. Mais le recyclage demande de costauds moyens que beaucoup d'entreprises installées au Cameroun n'ont pas forcément, comparé au volume de déchets de divers types que produit le pays. Avec la forte pénétration des technologies, les déchets électroniques et électriques par exemple deviennent un objet de préoccupation pour l'environnement et la santé des populations. D'année en année, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, une seule personne peut avoir deux téléphones à la maison, 2-3 téléviseurs et ainsi de suite. Donc, il y en a de plus en plus. Et nous, en tant qu'acteurs dans le secteur du traitement des déchets électroniques, ça reste intéressant parce que plus il y aura des équipements électriques qui sont utilisés, plus on aura du boulot, parce que notre travail, c'est de récupérer ces équipements qui arrivent en fin de vie pour un traitement écologique. La solution à la question des moyens, c'est que les entreprises opérant dans le recyclage des déchets de divers types associent leurs efforts afin de disposer de ressources nécessaires et négocier avec les pouvoirs publics sur les questions de garantie par exemple. C'est l'une des idées derrière ces journées portes ouvertes sur le recyclage des déchets en cours au JICAM. Présent à cette rencontre, experts, collectivités territoriales décentralisées, responsables d'administration. Objectif, aider le Cameroun à recycler une bonne partie de ces 6 millions de tonnes de déchets produits par an, en créant des emplois et en luttant contre la pollution de l'environnement. Après de multiples échecs dans l'élaboration et l'exécution des projets miniers, l'État du Cameroun veut voir clair dans l'exploration et l'exploitation des substances minérales. Une société nationale des mines vient d'être créée à cet effet. Il s'agit d'une société à capital public ayant l'État du Cameroun comme unique actionnaire. Ses missions sont entre autres de réaliser l'inventaire des indices miniers, de promouvoir la transformation et le conditionnement des substances minérales et de contribuer à la transparence dans le secteur minier au Cameroun. La gestion de la Sonamine est assurée par une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale. C'est du moins ce qui ressort d'un décret présidentiel rendu public ce lundi. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et des Camerounais peinent à se nourrir. Et pour cause, dans la capitale économique du Cameroun, les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber sur les marchés. L'INS l'a observé depuis octobre 2020, une flambée des prix des produits alimentaires et même des fruits de mer, essentiellement des produits de grande consommation. Et la situation est loin de s'améliorer malgré les annonces du gouvernement visant à contrôler la fluctuation des prix dans les marchés. D'autres précisions avec François Dikoumet et Kediara. Dans sa note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages à Douala en octobre 2020, l'Institut national de la statistique décrit une flambée des prix des produits alimentaires dans la capitale économique au cours du mois d'octobre. On retient notamment de ce rapport paru en début du mois de décembre 2020 que la consommation finale des ménages augmente de 0,4% après une augmentation de 0,2% observée au cours du mois de septembre. Une hausse qui se justifie principalement par la progression des prix de produits alimentaires de 0,9%, des fruits de 1,8%, des produits laitiers de 1,2% ainsi que des viandes de 0,2%. Pour essayer de comparer la hausse des prix du mois d'octobre à celle observée sur le marché en cette moitié du mois de décembre, nous sommes allés faire des emplettes. La grande surprise de ce mois est la disponibilité de la tomate, pourtant inaccessible ces dernières semaines. C'est un peu le temps qu'on achetait la tomate à 13 000, 12 000. Bon, maintenant, les prix varient. Il y a quand même la tomate qui est moins chère. Par exemple, ça commence à 3 000, 3 500. Mais la bonne tomate quand même coûte cher. Oui, la bonne tomate c'est dans les 5 000. Les œufs également sont de retour pour le plus grand plaisir des consommateurs.
1900, 1800 même. Les mêmes avions qu'on vendait à 2500. Et que par mois, ça finissait, mais on ne retrouvait même pas un plateau sur le marché. Pour ce qui est des viandes, le poulet qui a subi d'importantes augmentations il y a plusieurs semaines de cela se vend de nouveau bien, même si les prix pourraient grimper en ces temps de fête. Le poisson également ressent de légères hausses sur le marché, mais les ménagères continuent de le consommer de façon plus ou moins régulière. Quant à la viande de bœuf, les bouchers eux-mêmes expliquent. Le ravitaillement, c'est un peu élevé, mais pour l'instant, le boucher maintient encore le prix de viande en détail. Donc la viande reste encore à 2500 et 3000 et 2800 pour certaines personnes. Par contre, l'oignon et l'ail, aromates prisés pour des plats odorants, sont en ce moment hors de prix. L'ail, on achetait le kilo à 2000. Oui. Maintenant, c'est 3000, 3500. Et c'est même pas la bonne qualité même. Donc, je préfère vendre ce qui est moins cher, je quitte sur ça. Pour contourner cette cherté, la ménagère essaye tant bien que mal de les remplacer par d'autres ingrédients. On essaye un peu d'acheter ce qui est abordable et d'essayer d'associer, par exemple, les oignons. Il y a des repas où nous avons pu, par exemple, utiliser l'oignon vert ou alors le poivron, n'est-ce pas, pour compenser un peu l'oignon qui est actuellement assez cher. L'huile raffinée, autre élément incontournable d'une cuisine bien juteuse, subit lui également une augmentation. Et l'huile 1,5 litre, on vendait à 1350, mais ça a augmenté jusqu'à ce qu'on va maintenant à 1500, même 1600, même 1700. Maintenant, si on peut plus vendre à 1350 parce que c'est trop cher. Le riz, élément de base de la cuisine de plusieurs Camerounais, devient de plus en plus cher aux grandes dents des consommateurs. Oui, il y a eu augmentation, pour ça c'est vrai. Le prix, comme par exemple le riz Oncle Benz là, c'est un peu rare au marché et le prix aussi est trop élevé. Et il y a aussi le riz, l'ancien riz qui est à 22 000. Comme avant, c'est le riz qu'on achetait à 19 000, 18 500. Ces augmentations de prix rendent la vie difficile à la ménagère qui devra désormais réajuster ses besoins et peut-être même son budget. Un présumé trafiquant d'ossements humains mis aux arrêts à Garoua dans la région du Nord, Bouba, 24 ans, a été interpellé lors d'un contrôle de routine effectué par les éléments du GMI numéro 4. Dans son sac à dos se trouvait tout un squelette qu'il s'apprêtait à pouvoir écouler sur le marché noir. Le récit des faits avec Olivier Tsefo, François Dikoumet et Julienne Berthebissaille. Dans la cour du groupement mobile d'intervention numéro 4 de la région du Nord, un squelette humain transporté par le jeune Bouba Amidou. Parti de Kaïkaï, son village natal dans l'extrême nord Cameroun, il est interpellé lors d'un contrôle de routine à l'entrée de la ville de Garoua, en possession d'un sac contenant une marchandise d'un autre genre qu'il s'apprêtait à écouler au marché noir. Son attitude suspecte va amener les forces de maintien de l'ordre à procéder à une fouille systématique. Alors que les volontaires étaient en train de servir au niveau du contrôle mix, police et gendarmerie, à l'entrée de la ville, on interpelle un véhicule, un car, provenance de Maroua, à destination de Cameroun, et qui devait par la suite se rendre à Naïdo. Un corps dans lequel se retrouvait ce monsieur Bouba Amidou, âgé de 24 ans. L'identité n'est pas bien sûre parce que vérification faite, on découvrira qu'il était porteur de la carte nationale d'identité de M. Sali Alioune. Et donc, une carte nationale d'identité qui lui appartenait. C'est juste pour contenir vigilance et niveau de sécurité. Interpellé, il était porteur d'un sac. Il reconnaît que c'est son sac et quand on lui demande le contenu, il dit que c'était les médicaments qui se trouvaient à l'intérieur du sac. Conduit au groupement mobile d'intervention numéro 4, il passe aux aveux complets après des heures d'interrogatoire. En cette période de fête de fin d'année où l'insécurité bat son plein dans plusieurs villes du pays, les forces de maintien de l'ordre recommandent aux populations plus de vigilance au quotidien. Dans l'escale internationale, c'est sous signe de réconciliation nationale que s'annonce le mandat présidentiel d'Alassane Dramane Ouattara
Lors de son discours d'investiture ce lundi en Côte d'Ivoire, il a tenu à appeler les opposants ivoiriens à un nouveau dialogue en vue d'apaiser et de décrisper le climat politique. Il s'est exprimé sur la situation de l'un de ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo, qui manifeste depuis plusieurs mois son envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a également évoqué les décisions de justice qui pourraient être prises à l'encontre des fauteurs de troubles durant la dernière élection présidentielle. On fait le point avec Nadine Yambou. Animé aujourd'hui d'un sentiment de fierté et de reconnaissance pour la confiance qui m'a été renouvelée. Réélu en octobre dernier, le président Alassane Ouattara prête serment pour un 3e mandat à la tête du pays devant de nombreux partisans, personnalités politiques, diplomatiques, autorités religieuses et une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région Afrique de l'Ouest. À leur côté, le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, représentant personnel du président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, ex-chef d'État français. Dans son discours, le président ivoirien a clairement appelé l'opposition à respecter le verdict des urnes, le proclamant vainqueur de ce scrutin présidentiel. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie, le choix de la paix, le choix de la stabilité. Ils ont fait ce choix en dépit de toutes les entraves à l'expression de leur liberté. Ils ont démontré que les urnes doivent rester l'ultime recours pour décider de l'avenir de notre nation. Condamnant les récentes violences enregistrées durant la période électorale en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara promet des sanctions à tous les fauteurs de troubles. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair. Dans une posture de rassembleur, Alassane Ouattara place son mandat sous le signe du renforcement de la cohésion sociale. Le président ivoirien se réjouit des avancées effectuées dans le processus de décrispation du climat socio-politique dans le pays, avec notamment la délivrance des passeports de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. L'opposition ivoirienne a boycotté cette investiture du président Alassane Ouattara. La coalition de l'opposition refuse toujours de reconnaître sa victoire comme le président de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, avait récemment mis fin à la transition et appelé au dialogue national pour résoudre les conflits nés de la présidentielle. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun, sensible à la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication en ces temps de Covid-19. La Fondation Orange Cameroun et UNESCO ont signé un contrat de partenariat en vue de promouvoir l'éducation en ligne et l'usage des TIC en temps de crise sanitaire. La signature a eu lieu à Yaoundé. Des précisions sur les articulations de ce partenariat entre la Fondation Orange Cameroun et UNESCO et bien sûr les objectifs pour les jeunes Camerounais. Reportage. Les conséquences du Covid-19 obligent, la Fondation Orange Cameroun
et l'UNESCO se mettent ensemble dans un partenariat pour améliorer la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. La cérémonie relative s'est déroulée dans l'enceinte du nouveau siège de l'UNESCO à Yaoundé. La Fondation Orange Cameroun et l'UNESCO expliquent l'ambition qu'ils poursuivent en joignant leurs efforts sur cette problématique de l'éducation. Le partenariat aujourd'hui avec l'UNESCO est de fixer un cadre et de partager des contenus, de partager une approche, de partager une stratégie pour mettre en place tout ce que nous faisions depuis des années avec un parrain comme l'UNESCO. Notre partenariat va aller au-delà de ce simple aspect en offrant des contenus partout dans le pays. La couverture des opérateurs télécoms devenant de plus en plus large sur le pays, aujourd'hui, il y a très peu de villages qui sont en dehors de la couverture. La coopération qui va naître aujourd'hui, qui va commencer aujourd'hui entre les deux institutions, notamment sur l'accès à l'éducation numérique, l'accès à l'éducation à distance pour les élèves, pour les enseignants, la formation des enseignants et le contenu et la production d'un contenu pédagogique numérique que l'UNESCO et la Fondation Orange vont travailler ensemble pour produire en collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Enseignement secondaire. Mais au-delà du soutien au secteur éducatif, les deux partenaires vont aussi se mettre aux côtés des artistes particulièrement touchés par cette pandémie. L'accord de partenariat aussi porte sur un soutien aux artistes, aux professionnels du secteur de la culture, pour l'accès au numérique aussi, pour la formation. On va essayer de les accompagner pour assurer leur résilience financière malgré toutes les difficultés de la pandémie, de la Covid-19, de la fermeture des salles d'art, des salles de culture, des restaurants et tous les lieux où la musique se jouait par exemple. Côté implémentation technique de ce partenariat, Orange Cameroun dit disposer d'atouts pour apporter une contribution majeure sur l'amélioration de la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. Non seulement il y aura la couverture des moyens de télécommunication, mais il y aura aussi la couverture numérique des contenus. Nous nous sommes rendus compte pendant la période Covid qu'il y avait un seul mot qui revenait, c'était digitalisation, digitalisation, digitalisation. Une entreprise comme Orange et une fondation comme la Fondation Orange Cameroun ne peuvent pas être absents de cette digitalisation. Donc, nous apportons des contenus, nous apportons des méthodes, nous apportons des outils qui vont permettre à chacun de se développer au niveau le plus loin. Grâce donc à la Fondation Orange Cameroun et avec le concours de l'UNESCO, les élèves et collégiens camerounais braveront mieux les effets du Covid-19. Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le Social Democratic Front digère mal sa débâcle lors des élections de février dernier. Le SDF accuse. Et il pointe un doigt accusateur sur le parti au pouvoir et l'administration soupçonnée de collusion durant ces élections organisées sur le théâtre de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec pour objectif de détruire le SDF dans son bastion électoral. Ce parti politique parle de mascarade électorale organisée durant le mois de février 2020. Vous le savez, ils avaient obtenu la reprise partielle des élections dans cette partie du Cameroun et il déplore le fait que les élections régionales a été organisées alors que de nombreuses affaires étaient encore pendantes devant les juridictions concernant le contentieux post-électoral. Face à cette situation, le NEC du SDF demande la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et appelle le chef de l'État à libérer également les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et de mettre un terme à la saignée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, justement, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Xavier Bellemé du Social Democratic Front, Emmanuel Kounié du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Dr Luison Isomba, enseignant de droit public à l'Université de Douala, et Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun. Maître Augustin Gueffak, vous êtes d'accord avec le SDF qui pense que tout est mis en œuvre depuis un certain temps pour détruire ce parti dans son bastion? Non, moi je pense que je suis de ceux qui pensent que chaque fois qu'il vous arrive un malheur, vous devez chercher d'abord en vous-même la cause première de votre destruction. Le SDF doit se faire son aggiornamento, sa critique personnelle et se dire quels sont les vrais objectifs. Nous qui sommes de l'extérieur, nous regardons le SDF. Je pense que l'essentiel de ce parti est abandonné au profit de ce que le courant politique qui gère le pays désire. Le SDF a vraiment abandonné l'idéal, ce qui faisait la muse, ce qui intéressait tout le monde. Il faut du sang neuf, du vrai sang neuf. Il faut qu'ils aient le courage de se dire les vérités. Que ceux qui ont déjà les poches pleines changent de chaise et laissent les places à ceux qui ont encore l'amour de ce parti pour porter vraiment la flamme haute, pour nous faire rêver. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Il ne faut pas accuser tel ou tel parti venu de l'extérieur. Le SDF vraiment est à l'origine de tous les maux qui le détruisent à ce jour. C'est tout ce que je peux dire. Docteur Luison Isomba, le mal il est à l'intérieur, oui, bien interne. Bien entendu, il faut pas regarder à l'extérieur, il faut regarder à l'interne. Il est d'abord interne, et je crois que là je suis d'accord avec Gueffak, il est d'abord interne. Vous savez que on avait fondé, le peuple avait fondé tous ces espaces sur le SDF, mais en interne on a commencé à avoir des départs successifs. Et au-delà de ces vous voulez parler du 8-2? Oui, bien entendu. Au-delà, c'était pas des départs, c'était des extensions. Hein. Bon, il y a eu des départs successifs. Il y a eu beaucoup de leurs militants qui sont entrés dans le MSC. Ça, il faut aussi le dire. Oui. Ils sont partis du SDF. Il y a au-delà de cela que la débâcle lors de l'élection présidentielle a quand même permis aux Camerounais de comprendre que ce parti avait perdu un peu de l'épaisseur. Surtout qu'il se révélait que Joshua s'il n'avait pas l'étoffe suffisante pour incarner et porter très haut c'est vous qui le dites, hein? Il a été porté comme candidat en février 2018. Ce qui est intéressant, c'est les militants qui ont porté. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas exclusivement les partis qu'il faut. Les partis doivent avoir des idéologies, proposer quelque chose d'alternatif pour séduire les autres personnes, pour leur conduire à l'élection. Donc, on a estimé, parce que la place que le SDF a occupée lors de l'élection présidentielle permet de comprendre aujourd'hui ce qui peut se passer. Et quand vous regardez bien la situation, ce n'est pas simplement le SDF qui l'a subi. Le parti au pouvoir a les moyens assez importants pour pouvoir dompter n'importe quel parti. Vous avez vu l'élection qui s'est déroulée au Nyon et Kélé, avec 31 conseillers municipaux qui votent. C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans cette élection que ça ne se retourne plus simplement sur des constellations partisanes, mais il y a des constellations identitaires ou communautaires. Mais s'ils ont été séduits par le discours de l'adversaire, entre guillemets. S'ils ont été séduits par le discours de l'adversaire, ça veut dire simplement que le respect de la discipline du parti n'a pas suivi, n'a pas été observé. Ils ont évoqué ça là-bas? Ah, mais bien entendu. Bien entendu, quand vous regardez bien ce qui s'est passé, c'est vrai qu'ils ont grappillé quelquefois à la même fois à Famba, mais le bastion qui était le leur, imprégnable, a été justement arraché, parce que quand on vous fait sur 28 conseils municipaux, on vous en prend 31, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fond qui n'a pas marché. Okay. Donc, voilà, pour revenir au SDF. Oui, pour revenir au SDF, moi ça ne m'étonne pas ce qui se passe, et j'indiquais que ce n'est pas simplement un sort par rapport exclusivement au SDF. Les autres partis politiques, aujourd'hui, vous savez, le gouvernement, ou du moins le parti au pouvoir, profite des failles à la fois structurelles et conjoncturelles des partis politiques pour essayer de les embastiller. Ce sont vraiment des partis aujourd'hui qui ont de la peine à vivre, même au niveau des cotisations.
Alors vous comprenez que quand le parti au pouvoir, qui a les moyens, et même les moyens d'État, il faut le préciser, peut vous proposer quelque chose pour essayer de vous épaissir un peu, vous n'allez pas hésiter. Il faut être fort pour résister. Il faut être fort pour résister. Même la Bible dit que, attention, est-ce qu'on va échapper à la tentation? Donc c'est pour indiquer... Ne nous soumet pas à la tentation, c'est ça? Ne nous soumet pas à la tentation. Je crois qu'ils ont beaucoup... Et vous savez, en matière élective, et ça il faut le dire aux Camerounais, l'élection c'est l'argent. Ça, et le vote, à un moment donné, devient même mystique, ces gens-là autour. Parce que quand vous retrouvez à l'isoloir, vous avez plusieurs bulletins par devant vous. À un moment donné, vous avez l'impression que vous suivissez des forces centrifuges sur vous qui vous amènent à faire des choix parfois que vous n'avez pas initialement pensé. Emmanuel Kounye, vous êtes aujourd'hui au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous étiez dans une vie précédente dans le Social Démocratic Front. Vous êtes transfuge du SDF. Vous avez vu ça venir? C'est pourquoi vous êtes parti? Ce qui arrive au SDF aujourd'hui? Non, moi Pourquoi vous êtes parti? Je suis parti du SDF parce que, et je l'ai dit à tout le monde quand je suis parti, il y a d'ailleurs une cérémonie d'adhésion au siège du parti du MRC où j'ai précisé que j'allais au MRC parce que le SDF avait des structures solides, mais le SDF était en panne de leader. Oui. Et que le MRC, lui, n'avait pas de structure solide, mais avait un leader qui pouvait nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc il fallait travailler les structures au sein du MRC parce que on peut travailler... John Fundi n'était pas le leader? Non, John Fundi n'y était plus. John Fundi avait déjà passé la main et je peux vous assurer que ce n'est pas John Fundi. Mais c'est lui qui a présidé le NEC. Il est revenu présider le NEC, mais au quotidien, ce n'est plus lui qui gère le parti. Et d'ailleurs, vous avez vu, Joshua a été présenté comme candidat parce que Fundi, non pas seulement... était un peu souffrant, mais estimait qu'il n'était plus prédisposé, n'est-ce pas, à tout cela. Donc, moi, j'ai fait une translation horizontale d'un parti à un autre qui a les mêmes objectifs, mais qui a plus de moyens que l'autre. Donc, il n'était pas question pour moi, n'est-ce pas, je dis bien une translation, c'est-à-dire un mouvement horizontal. Je ne suis pas monté ou descendu. J'ai fait un mouvement horizontal. C'est une translation pure et simple. Je l'ai expliqué. Je crois que vous l'avez compris. Et c'est pour cela que je suis parti. Parce que je pense qu'on peut travailler pour avoir des bonnes structures et puis, avec le leader qu'on a au MRC, on peut arriver. Mais au SDF, il y avait des structures solides, mais malheureusement, on n'avait pas un leadership suffisant pour arriver. Bon, maintenant, vous dites que le SDF se plaint en disant qu'on est en train de détruire... Voilà, il a accusé les autres. Oui, et puis on dit qu'il y a eu des démissions. Non, même au RDPC, il y a eu des démissions. Les Kini Jean-Jacques, les Alain Zongan, les Mila Souté, ce n'est pas les démissions. Mais Kini est revenu... Ouais, ça ne fait rien, mais il est parti. Ce n'est pas les démissions qui ont créé quoi que ce soit. Mais ils ont le pouvoir. Je crois que le SDF n'a pas gagné l'élection parce qu'il n'y a pas d'élection. Ça, il faut le dire. Et puis, vous ne pouviez pas... Ils évoquent ça, hein? Oui, il n'y a pas eu d'élection. Vous ne pouvez pas être dans un système... Parce que qu'est-ce qui s'est passé aux élections présidentielles? On nous a dit, oui, on a mis un conseil constitutionnel. Ce sont des Camerounais, ce sont des militants du RDPC, c'est vrai. Mais ils peuvent être justes et corrects parce qu'ils ont leur conscience. Donc, il faut juger le maçon au pied du mur. On a jugé le maçon au pied du mur. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des gens qui ont présenté 26 procès-verbaux à la Cour constitutionnelle et 32 tableaux qu'ils ont établis eux-mêmes qui n'avaient rien à voir avec le procès-verbaux. Ils ont fabriqué 32 États et 26. On leur a demandé où sont les 32 procès-verbaux. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pu présenter. On nous dit non, vous n'étiez pas dans les bureaux de vote, il fallait... Mais attendez, si on n'est pas dans le bureau de vote, est-ce que ça donne le droit à ce que vos procès-verbaux soient volés? Donc, si c'est une élection où on vole, ça veut dire en réalité qu'il n'y a pas eu élection. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que les élections dont on parle, ce n'étaient pas des élections. Et puis dans le nord et le sud-ouest, on était en état de guerre. Et puis, pour parler des élections municipales, le maître Mbandampe à son âme a dit qu'il était dans un cortège. Mbélémé va est là pour témoigner. Dans un cortège, il est allé avec un cortège de l'armée et que, sur les lieux, tous ceux qui ont voté étaient les militaires qui sont venus avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations n'ont pas pu voter. Alors, et on a vu des procès-verbaux faits par les militaires eux-mêmes dans certains endroits. Donc, quand ça se passe comme cela, vous voulez porter un jugement de valeur sur un parti politique parce qu'il n'a pas gagné les élections. Quelle élection? De quelle élection on parle? Les gens fabriquent des choses absolument inadmissibles. Il n'y a pas eu d'élection. Ils ont fabriqué. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il n'y avait presque pas élection dans le nord et le sud-ouest. Ils sont repartis donc à d'autres élections, ils ont annulé les élections, ils sont repartis faire d'autres élections, et ça, vous avez suivi le SDF dire dans sa résolution. Ces élections, il y avait même encore des contentieux.
C'est-à-dire qu'on n'a pas vidé les contentieux, on était en train de refaire les élections, n'importe quoi, ça c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, après coup, on veut nous dire que déjà on gagne les élections. Et puis, comment voulez-vous, M. Sejané Outou, que dans une région comme le Nord et Sud-Ouest, où il y a presque 5000 morts, et où l'armée a assiégé toute la région, et où il y a des villes mortes et tout ce que vous pouvez imaginer, qu'on nous dise que le RDPC a gagné tous les mairies, a gagné tous les députés, ça veut dire que les populations nord et sud-ouest soutiennent entièrement le RDPC. Alors vous pensez que des gens qui s'expriment comme ça sont sérieux? Mais qu'ils soient sérieux déjà par eux-mêmes, vis-à-vis d'eux. Quand ils nous disent qu'ils ont gagné toutes les mairies, ils ont eu tous les sièges, etc., au nord ou au sud-ouest, eux-mêmes ils savent que c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Le plus petit, quand même, un nouveau-né ne peut pas accepter cela. Donc on ne cesse d'infantiliser les Camerounais. Vous parlez de quelle élection? Je voudrais qu'on juge les partis politiques, mais pas à partir de cette affaire-là. Parce que c'est du n'importe quoi. Donc moi, je pense que le SDF nous rejoint en disant qu'il faudrait qu'on ait un code électoral consensuel. S'il n'y a pas un code électoral, un vrai code électoral, ça ne sert à rien d'aller à ces élections. Même s'ils refont les élections, il faut qu'on leur dise que si vous ne pouvez pas avoir un code électoral normal, qu'on leur laisse ces élections-là. Bon, maintenant, il y a des jeunes partis, des jeunes enfants qui veulent, n'est-ce pas, améliorer leurs conditions d'existence, et tout ça, qui viennent d'arriver, qui sortent des universités, tout ça, qui veulent être candidats. Bon, qu'on les laisse faire avec eux. Parce que ceux-là, il s'agit, n'est-ce pas, de s'anoblir un peu, de porter l'écharpe et de dire on est député, on est machin. Si c'est ça, je crois que des gens sérieux, qui savent ce qu'ils veulent, doivent se retirer de cette affaire et leur dire qu'on n'ira pas aux élections tant que les conditions pour aller aux élections ne sont pas réunies. Parce qu'une seule personne ne peut pas nommer tout le conseil électoral, tout le conseil constitutionnel, tous les sous-préfets, être candidat et dire aux gens allons aux élections. Ce n'est pas possible. Xavier Bellemé, vous avez également le sentiment qu'on veut détruire le SDF. Vous parlez de mascarade électorale, tout ça pour montrer que le SDF a véritablement perdu dans son bastion. Oui, effectivement, nous l'avions démontré depuis le Conseil constitutionnel quand nous avions introduit le contentieux post-électoral. Mais la grande question, Xavier Bellemé, la question qui revient très souvent, vous avez posé ce problème après la présidentielle. Pourquoi êtes-vous allé au double scrutin de février? Oui, ça c'est un autre débat. La guerre ne s'est pas arrêtée. Ça c'est un autre débat. Nous reviendrons plus tard parce que nous sommes... Plus tard, après l'émission aussi bon, je vous pose la question. Attendez, je ne dis pas après cette émission. Oui, je me laisser développer. Vous allez allez-y. Je dis donc que ça c'est un autre débat. Oui. Bon, pour le moment, je vais chuter par là. Permettez-moi d'abord de rebondir sur les réactions des dominantes. Ils disent que le problème c'est le SDF. Moi, je suis avant d'accuser les autres, regardez vous-même. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que leur jugement est impartial. Partial, autant pour moi, excusez. Peut-être parce qu'ils voient la chose de l'extérieur. Oui, mais sauf qu'ils le voient du côté du SDF. Je veux bien. Dans les résolutions du NEC, je vais vous les transférer tout à l'heure, vous pouvez les voir. Elles se retrouvent dans la plateforme. Il y a dit du 12, les résolutions, les dernières résolutions. Le SDF n'accuse pas seulement, en fait, ne justifie pas ce débâcle en justifiant les causes exogènes. Il y a les causes endogènes. C'est pour ça qu'il y a eu 2 commissions qui ont été créées. Une sur la réconciliation et une qui porte sur les actions politiques. C'est-à-dire pour revenir sur le SDF fondamental. Je sais que c'était une expression qui peut faire peur. Parce que le fondamentalisme... Voilà, donc la première commission qui est présidée par Sa Majesté sénateur Tchatchon Paul, qui est le deuxième vice-président national du SDF, et celle de l'action politique et par l'honorable Nietzsche, président régional SDF du littoral. Et puis 2 autres commissions qui n'ont pas été dévoilées. La composition n'a pas été dévoilée, ni c'est stratégique. Qui relève de la discrétion exclusive du président du chairman John Fundi. Donc, qui va les gérer et c'est continu dans la résolution. J'ai dit, je suis d'accord avec vous, mais sauf que vous n'avez pas allé au loin parce qu'il faut dénoncer le complot, ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Qu'on soit du SDF ou pas, c'est un problème de la République. Ce qui se passe au nord-ouest. Et puis le 2, quand je le disais dès le départ, je l'ai dit dès l'entame de mon propos, que le Conseil constitutionnel a donné le SDF raison, qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest. Et quant aux élections présidentielles en 2018, qui est au double scrutin le 9 février, c'est pour ça que ces élections ont été annulées. Parce que le Conseil a reconnu qu'effectivement, il n'y a pas eu élection. Il y a eu collusion, que le SDF condamne dans les résolutions. Collusion entre et les camps. Les forces, l'armée de la République du Cameroun et le RDPC. Plus grave, le matin du jour des élections,
l'armée a commencé à tirer en l'air, et plus les postes des ambazoniens. Ça, il faut vous dire, c'était une coalition de quatre entités contre l'OSF. Les ambazoniens qui enlevaient les candidats du SDF et tous ceux qui allaient voter pour l'OSF et laissaient sécuriser les candidats du RDPC et les accompagner même pour aller voter. Et tous ceux qui étaient identifiés comme électeurs RDPC étaient sécurisés en même temps par les ambazoniens et par l'armée de la République. Non. Voilà donc, je dis c'est contenu dans la résolution. Maître, vous avez parlé, je vous ai écouté, et laissez-moi vous dire mes propos. Et il faut dénoncer ici. L'OSF est victime d'un complot de l'État de la République du Cameroun. Parce que l'État a pour objectif de tuer l'OSF. Parce que l'OSF détient la véritable alternative politique au Cameroun, qui est basée sur la forme de l'État fédéral. Avec un programme. La seule chose où je suis d'accord avec certains qui disent que notre candidat n'avait pas de l'étoffe, peut-être qu'il est réconciliant, parce qu'il n'a pas une culture politique frontale, il a une culture politique très réconciliante, et nous sommes dans un système de dictature, où il faut un acteur qui soit violent. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous avions, allez regarder toutes les offres politiques à l'élection présidentielle. La meilleure offre politique alternative au Cameroun, c'est l'offre du candidat du SDF, qui aujourd'hui est même copié par le pouvoir en place, et d'une manière maladroite. Nous n'avions pas d'inspic. Il parlait sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les secteurs et articulés, adossés sur la forme de l'État fédéral, 10 États fédérés. Voilà l'alternative. Et le pouvoir est embêté. Le pouvoir a peur des esprits brillants. C'est pour ça que le professeur Kamto est matraqué, pourchassé, et qu'un parti politique comme le SDF est détruit. Le 8-2, je vais vous dire, et c'est une habitude dans toutes les formations politiques qui ont pris soin et connaissance que l'environnement politique est dangereux. Nos pères fondateurs ont mis cette disposition pour protéger l'OSF contre les attaques du pouvoir. Comme l'a si bien décrit le docteur Luison et Somba, que le pouvoir a 2 piliers essentiels pour gérer les affaires politiques au Cameroun. La corruption et la répression. Si on vous tend le billet de 10 000 et que vous résistez, et alors ils vont vous attraper, vous emmènent devant le juge militaire pour acte de terrorisme. Voilà les parce que vous avez refusé de prendre 10 000. Mais bien sûr, parce que l'OSF a refusé d'être corrompu. On a refusé depuis 30 ans, le pouvoir nous a proposé jusqu'à un premier ministre et 5 membres du gouvernement. L'OSF a dit non, que l'OSF veut arriver au pouvoir par la voie des urnes, par voie démocratique. Ils nous ont proposé beaucoup. Imaginez-vous, aucun militaire n'a jamais été nommé ministre, mais regardez les autres acteurs politiques de 1990, 90, 92. La plupart de ces partis politiques, aujourd'hui, les militaires se retrouvent au pouvoir. Il faut d'ailleurs féliciter l'OSF pour ça. Moi, je suis un peu curieux que ici, les membres de la société civile puissent s'attaquer à une formation politique qui a refusé d'être corrompue. Parce que si l'OSF voulait entrer au gouvernement, il aurait eu un premier ministre et des ministres. Je le dis ici, si le pouvoir peut démentir. Le pouvoir nous a proposé jusqu'à un chef du gouvernement et 5 ministres portefeuille titulaire. L'OSF a dit niet. Justement parce que nous sommes restés sur la logique simple. Le symbole du SDF, c'est l'urne transparente, au-dessus de laquelle c'est toute la balance. L'urne transparente qui symbolise la démocratie, la balance, la justice et l'équité. Donc la justice, malheureusement, nous ne sommes pas compris. On a en face de nous un régime qui est essentiellement violent et qui enthousie tout le monde. Et je félicite ici l'honorable Nietzsche et Tchatchon, et je crois que beaucoup de choses dans l'avenir, parce qu'ils ont 1 mois pour pouvoir proposer les 2 commissions, les 2 responsables de commission, proposer au NEC qui va se tenir à la fin du mois de janvier, et quelles sont les actions à mener. Et je peux vous garantir que l'avenir, ça va chauffer. Voilà. Le SDF va revenir à ses fondamentaux. Le fondamentalisme ici n'est pas la guerre, c'est juste des débats. Donc, user de nos moyens constitutionnels tels que la Constitution de la République dit et diverses conventions internationales que nous avions ratifiées. Je constate que vous avez chuté, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes allé au double scrutin. Oui, nous sommes allés au double scrutin en tenant compte de l'environnement institutionnel au Cameroun. L'élément de la guerre n'était pas fini. Non, l'élément motivateur principal était par rapport, parce que nous sommes ici, il faut que je vous le dise, nous sommes ici en train de se préparer au grand soir. Toutes ces manœuvres que vous voyez là, c'est le grand soir. Le grand soir. Le grand soir, ça dit que c'est ce jour-là que le grand baobab au milieu des arbustes va tomber et que chaque arbuste a déjà aiguisé la machette. Il faut d'abord que l'OSF, en refusant d'aller au double scrutin le 9 février, devait s'exclure de cette situation.
Parce que la loi électorale au Cameroun dit que les partis politiques qui n'ont pas d'élu ne peuvent pas aller à une élection présidentielle, ne peuvent pas présenter un candidat. On ne pouvait pas être exclu. Parce que la politique, elle est dynamique. Et on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc voilà, avoir au moins des élus, même si c'est un peu, même si c'est un qui nous permettait de pouvoir passer. Oui, Serge Alain, notre ami Xavier m'a indexé. Je voudrais seulement lui rappeler que ma colère contre ce qui se passe dans le SDF monte d'autant plus que je sais que le SDF n'est pas un parti régionaliste. Il n'est pas seulement réduit à Bamenda ou au nord-ouest ou au sud-ouest. Ça, c'est la première constance. Vous venez de développer 2 éléments qui disent qu'au Cameroun, le pouvoir fonctionne avec 2 leviers. Si vous ne vous retrouvez pas dans les 2 leviers, c'est que vous êtes un vrai parti politique. C'est-à-dire, soit vous cédez à la corruption, soit il y a l'oppression. À l'heure actuelle, je ne connais pas l'oppression qui s'abat sur le SDF. À l'heure actuelle. C'est-à-dire, est-ce que je peux finir? Allez-y. Si l'oppression ne s'abat sur aucun membre du directoire du SDF, ça veut dire qu'il reste un seul élément que le pouvoir utilise, qui est la corruption. Ça, je reste dans votre syllogisme. Vous êtes donc victime de la corruption. Sortez donc de cette corruption. Levez les yeux, vous regardez le corrupteur et vous résistez. Parce que tous les 2 facteurs, vous avez vu, vous avez procédé par élimination. La seule chose qui vous détruit, c'est la corruption. Sortez donc de cette corruption et vous restituez le SDF son caractère national et non régional. Ça, c'est le 2. De 3, je voudrais dire que ce qui arrive au SDF arrive à tous les partis d'opposition qui sont peu convaincants. Tout le monde voit ce qui se passe. Les 2 leviers s'appliquent à ces partis d'opposition. S'ils ne sont pas corrompus, ça se voit. S'ils sont corrompus, ça se voit. Si la répression pèse sur eux, ça se sent. Il faut que l'opposition s'interroge. Et puis le RDPC envoie un message lourd. Quel qu'en soit ce qu'on raconte, eux, ils grappillent avec la corruption, ils grappillent avec la répression. En somme, ils ont tout. Que fait donc l'opposition pour s'affranchir de ces 2 leviers? Ce n'est pas le discours, c'est tout ce que je voudrais poser comme question. Ok, je vais vous donner quelques secondes parce qu'il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Sangaou. Bonsoir Sylvestre, 100% foot, c'est dans un instant. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, 100% foot ce soir s'incline devant la mémoire de Gérard Ouillet, l'entraîneur, ancien sélectionneur de l'équipe des Bleus de France. Cet éteint ce lundi à l'âge de 73 ans, donc après Stéphane Tato, Diego Armando Maradona et les autres. C'est donc notre grand acteur du football mondial qui s'en va. 100% foot ce soir va parler de son vécu, de sa carrière dans le monde du football. Nous parlerons bien évidemment aussi de la Confédération africaine de football qui déclare le Cameroun prêt à organiser le CHAN dès le mois de janvier prochain. Le coup d'envoi sera donné précisément le 16 janvier. Le Cameroun va ouvrir le bal contre le Zimbabwe alors que c'est Lyon Après qui constitue cette sélection nationale vont aller dans la compétition sans match de championnat dans les jambes. Voilà l'essentiel de cette édition de 100% foot que nous allons dérouler dans quelques instants avec nos invités Serge Alain. Voilà, dans un instant donc, vous l'avez dit, 100% foot, ce sera après le dernier 30 secondes, cher monsieur. 30 secondes d'Emmanuel Kounié, rapidement. Oui. On arrive au terme de l'émission. Oui, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le MRC n'est pas allé aux élections législatives et municipales et n'a pas fait d'autres élections après les élections présidentielles. Je crois que le fait que le MRC ait refusé de participer aux élections double scrutin des élections municipales et législatives, c'était un message. C'est un message au Camerounais, au peuple. Okay. Nous avons fait un sacrifice pour faire comprendre au peuple camerounais que ça ne sert à rien de continuer à jouer à ce jeu. Il faudrait que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, insister pour qu'il y ait un code électoral crédible et pour qu'il y ait la fin de la guerre au nord ou au sud-ouest. Mais nous disons également que ce sacrifice, on ne s'est pas arrêté là. Quand on a séquestré le professeur Maurice Kamto, les femmes sont allées marcher nues devant la résidence du professeur Maurice Kamto. Ça veut dire que je voudrais dire que le MRC a fait tout ce qu'il peut faire. Nous attendons donc maintenant que le peuple lui-même
puisse prendre ses responsabilités, parce que c'est le peuple qui va amener ces gens-là à changer. Parce que si le peuple ne se lève pas, je crois que le MRC ne peut pas faire le miracle. Nous avons déjà fait ce qu'on peut faire. Nous attendons le peuple, la réaction du peuple. Merci Emmanuel Kounié. Rapidement, Dr Isomba. Oui, ça, je disais tout à l'heure que le RDPC a le pouvoir, a le savoir et surtout les avoirs, c'est-à-dire l'argent. Tant que les partis de l'opposition ne vont pas mutualiser les forces pour affronter cette mastodonte, moi je crois qu'en dehors du code électoral, on court dans un sac. Donc tous ces partis de l'opposition doivent parler d'une seule voix, mutualiser les forces et chercher comment renverser ce peuple fait quoi? Le peuple fait quoi? Sinon, mais attendez, mais... Et la société civile fait quoi? Écoutez, c'est d'abord les formations politiques qui concourent à l'expression du suffrage, donc qui ont les moyens pour convaincre le peuple, pas les alternatives. Donc c'est ce qu'il faut dire. Et c'est genre que je finis en indiquant que nous, épris de paix, souhaitons que le président de la République, lors de son discours du 31, libère tous les Camerounais impliqués à la marche du 22, libère même ceux qui sont impliqués pour cette crise anglophone et met en place une commission où peut recevoir le professeur Maurice Kamto, Chief Sokoudjou, l'évêque, l'archevêque métropolitain, l'autre, Christian Toumi, Chief Moukete, pourquoi pas les femmes, Ali Sadio et Kaiwala, il peut recevoir cette palette de gens au palais. Et je crois, à mon sens, que quand les armes ont crépité, l'heure qui reste, c'est l'heure de la négociation, de la parole et de la plume. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Merci à vous, Xavier Bélémé. Merci. Emmanuel Kounié, merci, maître Ngefak. Merci à vous. Un merci spécial au conseil municipal de Fongo-Tongo. Et j'ai dit bonsoir à monsieur Mboutouzé. Voilà. Bonsoir également. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir. Joseph René Mboutouzé. C'est encore Noël! Impatient d'avoir plein de cadeaux, le réveillon de Noël fait déjà rêver de nombreux enfants. Une opportunité